pour la première fois de l'histoire, la Chine, en tant que pays en développement, est leader dans presque toutes les technologies de pointe. Une étude faite l'année dernière montre que sur 44 recherches en technologie de pointe, la Chine mène dans 35 d'entre elles. Peu de temps après que les États-Unis ont sanctionné la Chine pour arrêter son développement, les Chinois ont trouvé un moyen ingénieux de contourner ces sanctions. Il y avait une si grande euphorie en Chine que les Chinois se disaient que ce n'est pas, malgré les sanctions des Américains, mais potentiellement à cause de ces sanctions qu'ils se sont mobilisés dans leur pays pour s'attaquer aux technologies les plus critiques pour leur pays. On a vu la formation d'alliances improbables entre les grandes entreprises technologiques et des systèmes mobilisant toute la nation pour viser tout ce qui touche à la vulnérabilité stratégique. Un fait intéressant est que, malgré ce qui s'est passé entre les États-Unis et la Chine, il est, selon moi, fort ironique qu'aujourd'hui, 4 des 5 applications les plus téléchargées aux États-Unis soient chinoises. Il ne s'agit pas seulement de TikTok, de Shine pour la mode ou encore de Temu, détenu par Pinduoduo, une autre entreprise, mais cet exode mondial des entreprises chinoises constitue, à mon avis, une vague que le monde doit surveiller. Car n'oublions pas que 90% de la population mondiale vit encore dans des pays en développement et ils ont une vision de la Chine très différente de celle plus militariste et belliqueuse que l'on entend souvent en Occident. Leur point de vue diffère parce que les technologies chinoises sont avant tout pratiques, moins chères, de qualité équivalente voire supérieure et destinées à résoudre les problèmes des pays en développement. Il est également surprenant que, pour une économie de cette taille et ayant connu une croissance aussi rapide, il n'y ait jamais eu, ces 4 dernières années, d'effondrement financier fondamental. J'ai mentionné que la technologie et l'innovation sont essentielles car elles représentent fondamentalement le seul moyen pour un pays de sortir du piège du revenu intermédiaire. Environ 13 pays, au cours des 60 dernières années, ont réussi à franchir ce cap. Et aujourd'hui, on parle de la Chine tombant dans le piège du revenu intermédiaire. Mais tous ces pays, y compris le Brésil, la Thaïlande, etc., étaient en réalité beaucoup plus riches que la Chine auparavant. Il s'agissait d'une perte de productivité, d'une incapacité à développer une capacité d'innovation domestique pour maintenir et accélérer la croissance de la productivité. Passer d'une croissance basée sur l'investissement en capital à une croissance tirée par la productivité est le défi de la Chine. Et cela ne peut venir que de l'innovation. À mon avis, c'est bien plus important que 2 ou 3 trimestres de PIB en baisse. La capacité d'innover, d'avoir une certaine indépendance domestique, même si cela entraîne des conséquences géopolitiques, est fondamentalement plus importante, même plus importante que le secteur immobilier. La Chine n'est pas simplement un système centralisé comme nous le pensons tous. Politiquement, elle est centralisée, mais économiquement, elle est radicalement décentralisée. Et c'est là que réside la véritable réussite de l'économie chinoise. Ce sont tous ces maires qui courent partout. Ils sont entreprenants, souvent audacieux et veulent attirer les meilleures technologies, investissements et capitaux tout en aidant les entrepreneurs privés. Et pourquoi aident-ils les entrepreneurs privés? Parce qu'ils sont les meilleurs. Ils veulent soutenir l'excellence et non pas les moins performants ou les mieux connectés politiquement, car en aidant les bons entrepreneurs, ils créent tout un écosystème de réussite. Ils apportent de l'emploi et des recettes fiscales. D'ailleurs, dans ces villes, plus de la moitié des recettes fiscales proviennent des impôts et non de l'immobilier. Ils présentent des ratios dette au PIB très bas. Ils veulent soutenir ces entrepreneurs privés car, en faisant cela, ils dynamisent le secteur de la vente au détail, ce qui augmente la valeur même de l'immobilier qu'ils détiennent. Ils construisent des mini Silicon Valleys partout en Chine et cela n'est utile que s'ils aident les entreprises performantes les plus productives. Et ils le font. Ils ne se contentent pas d'en aider 1 ou 2, mais des milliers. Ainsi, si l'on regarde la répartition des licornes en Chine, on constate qu'elles sont dispersées
partout, à l'exception des provinces de l'Ouest et du Centre, et pas uniquement à Pékin, Shanghai et Shenzhen, comme on le pense souvent. Même dans des villes de second rang, que ce soit Wuxi, Wuhan, Suzhou, Hefei ou bien d'autres endroits dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, des entreprises mondiales y prospèrent. Il y a 300 constructeurs de voitures électriques en Chine, tous soutenus par des secrétaires provinciaux du parti locaux qui se font concurrence. Elles sont réparties partout et je pense que cette nature décentralisée, ce que j'appelle l'économie des mers, est essentielle pour comprendre non seulement la croissance passée de la Chine, mais aussi pour appréhender les défis actuels et envisager l'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est le même modèle, la même plateforme utilisée pour développer les énergies renouvelables, réaliser la transition écologique et tout le reste. C'est le même modèle, car le gouvernement central a besoin des gouvernements locaux pour mettre en œuvre ses politiques. Et que retirent les maires de tout cela ? Pourquoi veulent-ils obtenir les meilleurs résultats pour l'économie ? Évidemment, ils ne sont pas élus. Ils ne subissent pas la pression des réélections, mais ils ont des ambitions politiques pour gravir les échelons. Ceux qui produisent les meilleurs résultats économiques, couplés à nombreux autres facteurs, et pas juste un PIB en hausse, ce sont eux qui montent en grade. Dans le passé, c'était uniquement le PIB qui comptait, et c'est ainsi que l'on grimpait les échelons pour devenir secrétaire du parti dans une ville provinciale, puis secrétaire du parti provincial, et enfin accéder aux plus hautes sphères du gouvernement central. D'ailleurs, le père du président Xi Jinping a été l'un de ces leaders politiques qui, en mettant en œuvre des réformes et en réalisant un succès économique, est monté directement aux plus hautes sphères du pouvoir. Et ils se font tous concurrence. Ainsi, si vous pensez à la corruption et à l'absence de mécanismes démocratiques, il existe en Chine des mécanismes de concurrence et de freins et contrepoids beaucoup plus nuancés que ce que l'on pourrait percevoir de l'extérieur. Ces rotations se font tous les 3 à 5 ans. Ils se concurrencent et il existe de nombreux systèmes de contrôle monétaire mis en place par le gouvernement central. C'est un appareil complexe, mais ce n'est certainement pas un one-man show. Ce serait une compréhension et une interprétation naïve de ce qui se passe réellement en Chine, notamment en ce qui concerne l'économie, qui est absolument cruciale. C'est le modèle des mers. Laissez-moi vous donner un autre exemple, les panneaux solaires. La Chine a mené le boom mondial des panneaux solaires et cela s'est réellement produit après le milieu des années 2000. Ce qui s'est passé alors, c'est que les gouvernements chinois ont encouragé les gouvernements locaux à mettre en œuvre une série de mesures de soutien pour l'industrie solaire. Je tiens à préciser que ce soutien ne se limite pas aux subventions financières. Aujourd'hui, elles se font de plus en plus rares car, tout d'abord, les gouvernements locaux sont pratiquement en faillite à cause de 3 ans de tests PCR qui ont coûté 4 000 milliards de RMB. Ils n'ont donc pas cette capacité financière. Il ne s'agit pas uniquement d'une subvention financière, mais de tout un ensemble de mesures, attirer des talents, par exemple. Un secrétaire provincial du parti m'a dit qu'elle subventionnait 10% de l'apport pour l'achat d'un logement pour un travailleur talentueux. Il y a une sorte de discrimination implicite du système financier, aidant à la coordination avec les banques locales, banques d'État, facilitant le financement. Il s'agit aussi de surmonter d'autres obstacles commerciaux qui, pour tout pays en développement, représentent des barrières insurmontables sans leur soutien. Ce n'est donc pas seulement une subvention financière. Le secteur des panneaux solaires est très intéressant parce que depuis l'introduction des politiques gouvernementales de 2005, des mesures de soutien ont été mises en œuvre dans différentes villes à différentes périodes et dans divers espaces géographiques. Je n'ai pas l'image sous les yeux, mais c'est un spectacle phénoménal et remarquable. Entre 2005 et 2017, vous avez vu le nombre de brevets solaires et la reconnaissance internationale des panneaux exploser de manière proportionnelle aux politiques de soutien introduites
au niveau des villes. Avant de débattre sur ce que l'État peut ou ne peut pas faire, et j'ai moi-même des sentiments ambivalents à ce sujet, il est important de reconnaître que ce modèle a fonctionné dans de nombreux domaines et aspects en Chine. C'est le modèle des maires associé à une direction centrale et c'est la même chose aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Encore le même modèle. La robotique, par exemple, fonctionne de la même manière. Quant à la démographie, qui est l'une des causes potentielles de menace pour l'économie chinoise, il faut noter que la Chine exporte 50% des robots du monde. Si une politique était en place pour encourager les usines à adopter la robotique, cela se diffuserait très rapidement et conduirait à une automatisation massive. Une étude académique récente et importante a montré qu'après 1990, les pays les plus vieillissants sont en réalité plus riches et non pas pauvres. Ce n'était pas le cas avant 1990, lorsque ces pays étaient pauvres. L'année 1990 marque une étape cruciale car c'est à partir de là que les technologies automatisées ont véritablement émergé. Ces pays ont alors tendance à adopter davantage de robots et de technologies automatisées, ce qui a permis d'augmenter la production dans divers secteurs. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais je veux souligner que ce vaste modèle de l'économie des mers peut être très efficace pour mettre en œuvre des changements systémiques en peu de temps. C'est ce qui s'est passé avec les véhicules électriques. En 10 ans, la Chine est devenue le plus grand producteur et consommateur de véhicules électriques, aidé par le fait que le gouvernement peut déployer 4 millions de bornes de recharge pour les véhicules dans tout le pays, contre 160 000 aux États-Unis. Une différence cruciale. Un autre point important pour les investisseurs est que les préférences du gouvernement chinois évoluent beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Je plaisante toujours en disant qu'aux États-Unis, les partis changent, mais pas les politiques. En Chine, c'est l'inverse. On observe de réels balancements pendulaires. S'ils estiment avoir commis une erreur, ils peuvent opérer un changement radical. Il peut y avoir un décalage avant qu'ils ne prennent pleinement conscience de cela ou ne s'y conforment, mais ils peuvent passer d'une extrémité à l'autre. Et c'est dans cet esprit que nous devrions envisager la Chine. Il y a quelques mois, où avant le 20e congrès du parti, l'accent était mis sur la confiance, l'idéologie et la sécurité. Aujourd'hui, l'économie est redevenue centrale. Ces 40 dernières années, la Chine a toujours cherché à éviter une récession et à lisser les fluctuations du PIB et de l'inflation, car elle ne peut tolérer la cyclicité et la volatilité. La conséquence est qu'il n'y a pas eu de mécanisme d'ajustement approprié pour éliminer les entreprises mauvaises ou moins productives, qui sont donc restées en place jusqu'à présent. Aujourd'hui, le secteur immobilier, l'élimination progressive des entreprises non performantes et moins productives se met en œuvre. C'est le seul côté positif que je vois dans l'apparition d'un cycle économique, cycle qui a toujours été absent en Chine. Ainsi, les entreprises ne sortaient jamais du marché, quoi qu'il en soit, et elles accaparaient des ressources qui auraient dû aller vers de nouvelles initiatives entrepreneuriales et des entreprises plus performantes. Mais ce cycle économique est une caractéristique naturelle. D'une manière ou d'une autre, nous avons l'impression, en lisant la presse occidentale, que l'État écrase le secteur privé qui cherche à extorquer le privé. Je tiens à réfuter ce mythe. Certes, je reconnais qu'il existe une discrimination implicite à l'égard du secteur privé, principalement transmise par le système financier. Par exemple, lorsque la politique monétaire et le crédit passent par ce système, il y a de multiples couches d'intermédiaires financiers, la couche supérieure comprenant une 50aine d'institutions et la suivante environ 2000 institutions financières, et chacune dispose d'une liste blanche définissant à qui elle peut prêter et à qui elle ne peut pas. Cela signifie que l'économie réelle, le véritable secteur privé, qui, soit dit en passant, est le moteur de l'économie puisqu'il représente 80% du PIB, 80% de l'emploi et 80% de l'innovation,
n'a pas accès à ce type de capitaux, ceux-ci étant toujours canalisés vers les entreprises étatiques ou les entreprises privées fortement connectées politiquement. Cette faille institutionnelle est la raison pour laquelle le secteur privé se voit considérablement évincé. Les entrepreneurs privés se retrouvent face à de grands défis et en période difficile, ce sont eux qui en souffrent le plus. Mais cette faille institutionnelle qui a créé cette discrimination implicite est difficile à corriger à court terme pour diverses raisons.